Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire sur la réutilisation des eaux usées traitées. Bien, ben, nous allons commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Denis Chazanet, donc je suis conseiller environnement à la Chambre de commerce et d'industrie. Je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Céline Pizzimanti et puis tous nos intervenants aussi évidemment. Merci de nous avoir rejoints donc pour ce webinaire sur la réutilisation des eaux usées traitées, état des lieux et perspectives. Alors on est sur un format webinaire, hein, on ne pourra pas forcément rentrer dans le mais c'est déjà vous donner un premier panorama sur ce sujet de la réutilisation des eaux usées traitées. Quelques rappels introductifs pour le bon déroulé de ce webinaire, hein. Donc vos caméras et micros sont éteints, voilà, et coupés. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'on ait tous un bon confort d'écoute. Vous avez la possibilité donc via le chat de poser vos questions. Et voilà, donc on les prendra bien en compte et on gardera un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. La présentation donc, qui va vous être faite vous sera envoyée par mail. Et à l'issue de ce webinaire, on vous demande un tout petit temps. Merci de bien vouloir répondre, de rester un tout petit peu voilà, connecté et de bien vouloir répondre à notre questionnaire de satisfaction. Voilà, c'est important pour nous aussi pour évidemment améliorer au fur et à mesure aussi nos pratiques. Alors, ce webinaire est enregistré, voilà, puisqu'il sera aussi mis à disposition ensuite en replay. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité, si ça ne vous convient pas, d'envoyer un mail pour indiquer que voilà, vous n'êtes pas d'accord par rapport à cet enregistrement. Merci. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une opération, donc il est porté par le réseau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec les services de l'État. Et il s'inscrit dans le cadre d'une opération régionale qui a été lancée, comme vous le voyez, donc en début 2023, en lien avec le plan eau qui a été lancé au niveau national. Donc, opération qui s'appelle CEHE, Sobriété et efficacité hydrique des entreprises. Et donc, notre but en lien avec les services de l'État en région, c'est de vous informer sur d'abord tout le cadre réglementaire et aussi, c'est ce qu'on va faire ce matin sur ce sujet de la réutilisation des eaux usées traitées, vous faire partager des bonnes pratiques, des informations, vous sensibiliser sur aussi voilà, les possibilités, les moyens d'économiser l'eau, d'optimiser l'usage de cette ressource qui devient de plus en plus précieuse. Voilà, donc ce webinaire consacré à la réutilisation des eaux usées traitées, hein. Donc c'est pour, voilà, pour vous l'occasion d'avoir des informations, à la fois vous le verrez sur la partie réglementaire, mais aussi avec des témoignages voilà, d'entreprises et d'acteurs qui interviennent sur le sujet. On fera un petit point aussi sur les aides et les possibilités d'appui, aides voilà, techniques et financières, ce que vous pouvez mobiliser sur ces sujets-là. Voilà, et comme je l'ai dit, donc il y aura un petit temps d'échange et on vous présentera aussi des solutions voilà, d'accompagnement que vous pouvez mettre en œuvre pour avancer dans vos démarches. Voilà, donc au niveau du déroulé, donc il y aura dans un premier temps un rappel du cadre réglementaire qui va être fait par l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, on aura une co-intervention donc, entre la société Ecolab et la société Toré avec des retours d'expérience donc d'entreprises, d'industriels engagés sur ce sujet des économies d'eau et plus particulièrement de la réutilisation de l'eau. On va vous présenter les intervenants juste sur la diapo suivante. Voilà, donc merci aux différents intervenants de s'être mobilisés. Donc Sarah Bonneville, donc, à qui je vais passer la parole juste après, donc de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. La société Ecolab, donc avec un duo qui intervient, donc voilà, Monsieur Grinja et Monsieur Jacques. Et puis remercie beaucoup aussi la société Toré Film Europe, Monsieur Olivier Bron,
qui nous fera part de son expérience en tant qu'industriel et donc avec, comme je l'ai dit, donc ma collègue, donc Céline Pizanti et moi pour l'animation globale de ce webinaire. Et sans plus attendre, donc je passe la parole à Sarah Bonneville de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes pour déjà nous poser le cadre réglementaire qui s'applique sur ce sujet. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Sarah Bonneville. Je travaille au service prévention des risques industriels, climat, air, énergie de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et au niveau du pôle risque chronique qui a notamment en charge les thématiques eau. Donc on m'a demandé d'ouvrir ce webinaire avec un rappel du cadre réglementaire, ce que je vais essayer de vous faire. Donc, c'est un cadre réglementaire qui a évolué récemment. Donc, je vais vous faire un petit état des lieux de l'état de la réglementation et puis comment ça s'articule concrètement pour les ICPE et puis ce qui est attendu, qui devrait arriver prochainement pour accompagner du coup ce cadre réglementaire. Alors, pour la partie réutilisation des eaux, on va rentrer dans une logique où il faut identifier où est-ce qu'on va utiliser l'eau. 3 choses: quel usage on va faire de cette eau et puis de quel type d'eau il s'agit. Voilà, donc si on part sur l'usage, 1er usage du secteur alimentaire, donc là, on a des textes dédiés qui sont portés par le ministère de l'Agriculture, et qui encadrent ces usages. Donc, les usages, concernés pour lesquels c'est possible sont limités et puis il y a un arrêté qui est sorti cet été pour l'encadrer. Voilà, les ICPE sont concernés, notamment dans l'industrie agroalimentaire, mais pas que. Si on regarde l'usage, si l'eau que vous voulez réutiliser, c'est pour un usage domestique, là, c'est des textes qui sont portés par le Code de la santé publique, avec des textes qui datent de cet été également, donc qui sont appelés par un décret et qui définit les règles pour réutiliser les eaux. Ça, c'est pour la partie non ICPE. Pour la partie ICPE, il y a un projet de décret et un arrêté ministériel dédié qui ont été soumis à la consultation du public et validés, mais qui n'ont pas encore été, ils n'ont pas encore été pris pour des histoires de procédures administratives, donc là, qui doivent repasser devant le Conseil d'État et qui permettront d'encadrer la réutilisation pour des usages domestiques au sein des ICPE sur certains types d'usages. Donc l'usage principalement qui va être impacté, ça va être le lavage du linge et donc les ICPE seront concernés par ces textes. Voilà, donc pas encore complètement tout sorti au niveau de l'usage domestique pour les ICPE. Et ensuite, pour tout ce qui est autres usages, là, c'est des textes qui sont portés par la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère. Et donc là, on a aussi des textes qui sont un peu plus qui ont 1 an là, qui ont été pris l'été dernier. En décembre 2023 pour tout ce qui est arrosage d'espaces verts et décembre aussi 2023 pour irrigation des cultures. Avec des utilisations là qui peuvent être utilisées en provenance d'ICPE, mais pas au sein des ICPE. Pour ce qui est épandage, pour ce qui est réutilisation en irrigation de culture, on ne rentre pas dans le champ de la réutilisation des eaux usées traitées, mais on l'encadre avec un plan d'épandage. Et puis, il y a un projet qui est prévu aussi sur tout ce qui est propreté urbaine et lutte contre l'incendie, qui n'est pas encore sorti. Voilà, donc pour bien comprendre tout ça, il y a des petits logigrammes qui ont été consolidés. Voilà, donc en gros, au sein d'une ICPE, il faut regarder à quel usage de l'eau est prévu pour voir quel type de réglementation s'applique. Donc si c'est la partie, si on est dans le secteur alimentaire, on est sur des textes code de la santé publique avec des choses qui sont soumises à autorisation, déclaration en fonction du cas, donc c'est défini dans les textes. Sur des usages domestiques, on attend les textes sur les ICPE hors ERP
qui devrait sortir, mais on connaît déjà les modalités des textes parce qu'ils ont été validés et soumis à consultation du public et il s'agit juste qu'ils puissent être validés. Et ensuite, sur les autres usages, il n'y a pas d'utilisation, c'est déjà encadré par réglementation ICPE. Il faut que ce soit encadré dans l'arrêté préfectoral du site. Alors, c'est le cas ou pas toujours le cas. Et donc, après, c'est encadré dans ce cadre-là. Voilà, après, si on est hors ICPE, de la même façon, il faut regarder quel usage est prévu pour savoir quels sont les textes qui s'appliquent et quelles règles du jeu et quelles procédures administratives il faut appliquer. Donc, à secteur alimentaire, on est toujours sur autorisation et déclaration en fonction du type d'eau, avec plutôt, a priori, des instructions qui seront portées côté des DPP. Usage domestique, on va être sur le code de la santé publique également. Et puis, autres usages, pareil, autorisation et déclaration nécessaire en fonction du type d'eau. Donc, il faut vraiment se poser la question de où on utilise l'eau, quel type d'eau c'est pour identifier les textes qui s'appliquent. Alors tout ça, normalement, ça va être explicité dans des foires aux questions. Donc il y a 3 foires aux questions qui vont sortir, qui seront publiques. Une portée par le ministère de l'Agriculture pour toute la partie usage alimentaire, une partie par la direction de l'eau, de la biodiversité et du ministère de l'Écologie sur la partie, autres usages notamment et une par la DGPR sur la partie ICPE. Alors, nous, c'est celle sur laquelle on est plus au courant. Donc ça reprendra un peu ce que je vous viens de vous présenter, c'est-à-dire, les différentes catégories d'usage en fonction des types d'usage, quels sont les codes et les textes qui s'appliquent, les usages possibles, et les types d'eau qu'on peut utiliser. Voilà, il y aura une version publique là qui nous a été, soumise pour relecture finale, il y a quelques jours. Voilà et il y aura une version interne de l'État pour tout ce qui est instruction et après ce qui devrait se déployer ou est déjà déployé dans les différents départements, c'est un guichet unique d'entrée en fait, où vous pouvez déposer votre dossier. Ensuite, ce guichet se charge de faire suivre, vos dossiers aux services, qui sont concernés, et qui devront instruire ces dossiers. Voilà pour heu un petit panorama rapide de où on en est sur le sujet, de la réutilisation des eaux usées sur les textes. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers plus de réutilisation, mais l'encadrement réglementaire est pas simple. Voilà. Très bien, merci. Alors apparemment, il y a quelques personnes, enfin 2 personnes qui ont des problèmes d'affichage du diaporama. Enfin, de notre côté, ça fonctionne bien. Mais voilà, à part peut-être essayer soit de changer de navigateur ou de redémarrer votre ordinateur, malheureusement, on n'a pas forcément bien d'autres solutions à vous proposer. Voilà. Mais bon, apparemment pour les autres participants, ça fonctionne bien. Céline, je te passe là. Ouais, merci Denis. Effectivement, par contre, je vois pas de questions spécifiques par rapport à l'intervention de Sarah Bonneville, donc je pense qu'on va passer directement au témoignage d'Ecolab et de Toray. Et puis, ça permettra peut-être aux participants de se reconnecter d'une part et de préparer leurs questions qu'on gardera pour la fin, comme l'a dit Denis. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc pour ceux qui ont des soucis de connexion, il y aura une possibilité de replay. Donc, je vous laisse la parole côté Ecolab. Je crois que c'est vous qui démarrez sur la partie témoignage. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Jacques, responsable de la région sud-est pour Nalco Water, donc division traitement d'eau d'Ecolab, en charge de l'industrie dite légère. Donc, quelques slides pour présenter le groupe Ecolab et notre expertise dans le domaine de la gestion de l'eau industrielle. Donc, juste pour introduction concernant Ecolab, donc nous sommes un des leaders mondiaux de l'hygiène et de l'eau. Nous avons une présence globale et nous servons les marchés institutionnels, de santé et industriels, donc ce qui va nous concerner aujourd'hui. Le point commun entre toutes les industries, c'est d'utiliser des quantités d'eau relativement importantes. Quand on dit relativement importantes, ça peut aller de quelques dizaines de milliers de mètres cubes à
quelques centaines, voire à quelques millions de mètres cubes annuels selon le type d'industrie, à des fins donc de process, d'utilité et également d'ingrédients. Ecolab a des connaissances et des domaines d'intervention à la fois sur le process et à la fois sur les utilités, ce qui permet d'avoir une expertise globale sur la gestion du cycle de l'eau dans tout type d'industrie. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran, hein, ce qui est représenté à l'écran. Donc, on intervient à la fois dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie de transformation, manufacturing, dans l'industrie de la microélectronique, jusqu'à l'industrie plus lourde dans la papeterie et l'industrie chimique et le raffinage, la pétrochimie. Donc Ecolab est une société donc, internationale, présence globalement, et la France est un marché majeur pour le groupe. Donc on a une implantation assez forte au niveau du territoire national. Donc vous le voyez représenté sur la carte avec 3 usines et 2 centres de R&D et pas loin de 2000 collaborateurs au total, hein, donc ils sont répartis dans les usines, dans les centres de R&D, dans les sièges sociaux, les agences, et également donc une force de vente et une force de service qui est répartie sur le territoire national. Nous produisons au sein de ces usines les produits et les équipements qui servent les marchés dont on a parlé juste avant, hein, donc les produits de spécialité, les produits d'hygiène et également les équipements pour le marché de la santé. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, Erwan et moi représentons une seule partie du groupe, hein, mais le groupe fait à 2000 personnes au total sur le territoire national. Pour faire l'introduction sur la suite et donc sur le sujet des économies d'eau, Ecolab a développé une approche structurée pour aborder la sobriété hydrique et les économies d'eau au sein d'une entreprise. Donc avec une approche qu'on appelle les 3 R, hein, R1, R2, R3. Donc le R1 qui est l'approche d'abord réduire l'existant avec un objectif d'atteindre potentiellement 10 à 20% des consommations d'eau et d'associer à ça des économies d'énergie. Le deuxième pilier, donc, c'est réutiliser. On viendra un peu en détail après, hein, donc là, on peut atteindre des économies de l'ordre de 20 à 40%. Et puis le dernier point, c'est recycler, donc de l'eau en sortie d'une usine. Cette approche permet de répondre aux différentes problématiques et engagements que les entreprises ont au niveau local et national. Donc le plan eau dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui vise à réduire de 10% d'ici 2030 les consommations d'eau prélevées par rapport au référentiel de 2018, de répondre aux arrêtés sécheresse, donc qui sont plus locaux et qui peuvent impacter jusqu'à 25% de réduction de consommation d'eau. Et puis aussi d'adresser des réponses au coût de l'eau qui augmente, même si aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler aussi au fil de la discussion, qui est encore relativement bas et qui peut être un frein à la mise en œuvre de projets. Voilà, si on regarde ça donc d'un point de vue schématique au niveau d'une usine, donc le R1, ça va être d'optimiser l'eau entrant sur un site et donc avec des process qui ont des besoins, donc l'évaporation ou l'eau ingrédient ou l'eau process, ça c'est des valeurs qui sont fixes. Donc le but de la première approche de réduire, ça va être d'optimiser la consommation d'eau nécessaire pour alimenter ces process. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est également, je crois qu'Olivier en parlera après, de réduire également les fuites. C'est-à-dire que, effectivement, si on a des fuites en amont de l'utilisation, c'est aussi des axes de progrès qui vont être à travailler sur la partie R1, donc réduire. Le deuxième axe de travail, ça va être donc la réutilisation. La réutilisation, elle a deux leviers. Ça va être de la réutilisation entre les process, donc utiliser de l'eau qui a été utilisée sur un process 1, de l'utiliser sur un process 2. Et le deuxième levier, c'est d'utiliser là où ça existe. Dans un certain nombre d'industries, on a également de l'eau issue des matières premières. Et donc cette eau-là est également une ressource qu'on va pouvoir réutiliser au sein des process. Donc ça, c'est l'approche, le deuxième levier. Et puis le troisième levier va être effectivement le recyclage sortie usine vers l'entrée usine ou vers le process avec du cas par cas, hein, site par site, sur les possibilités de réutilisation. Là, au milieu, il y a l'eau de pluie, effectivement, qui se rajoute également. L'eau de pluie est un peu un cas à part. On peut l'intégrer dans les différents niveaux
discussion, sachant que l'eau de pluie a des contraintes aussi de mise en œuvre qui sont spécifiques, avec la partie séparation des eaux issues des toitures et issues des sols, et la partie stockage pour réutilisation. Ce qui est associé à cette approche R1, R2, R3, donc l'objectif principal, c'est faire les économies d'eau, selon les contraintes auxquelles le site est confronté. Et il faut garder en tête aussi qu'associé à ces économies d'eau, il y a souvent des économies d'énergie, des économies ou des baisses sur la partie déchets, et potentiellement des baisses de coûts globaux de fonctionnement et des augmentations de productivité. Donc le but, c'est de mettre en œuvre cette démarche R1, R2, R3, en considérant toujours le diagramme que vous voyez sur la droite de la slide, du plus simple techniquement et du moins onéreux au plus compliqué techniquement et à l'investissement le plus élevé nécessaire, donc pour pouvoir graduellement obtenir des gains en fonction des objectifs et en fonction de la situation du site. Donc c'est cette approche-là qu'on met en œuvre chez nos clients et nos partenaires industriels, et qu'on va détailler par la suite. Donc je vais laisser la parole à Erwan et à Olivier d'abord, et ensuite à Erwan pour la partie étude de cas Toray. Oui, bonjour, je suis donc Olivier Bron, je suis responsable santé, sécurité, environnement chez Toray. Je suis accompagné aussi d'Océane Clément, qui est la responsable atelier polymérisation, fabrication de granulés plastiques et des utilités, et notamment donc le captage de l'eau. Merci aussi donc à Ecolab de nous avoir invités, de nous avoir demandé de témoigner. Ça fait partie, on travaille depuis très longtemps avec Ecolab, et Ecolab nous donne des prescriptions et on les applique et on fait des gains. Mais on reviendra là-dessus. Toray, on est à Saint-Maurice-de-Bénaud, donc dans l'Ain. On fabrique des granulés plastiques en PET et puis des bobines de film plastique en PET et en polypropylène. C'est un site qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui fait environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 400 personnes, 22 hectares. C'est un site qui a été construit en 1929. Nous, on est soumis ICPE à autorisation et à enregistrement seulement. C'est important de le préciser. Et ça a été racheté en 1996 donc, par le groupe japonais Toray. Important, nous prélevons dans la nappe d'accompagnement du Rhône, donc dans le canal de Miribel, pour ceux qui connaissent. Donc nous, en termes de contexte, c'est qu'en 2018, on a eu des problèmes c'est là où on a eu une prise de conscience, on a eu des problèmes de refroidissement donc, sur nos chillers, ce qui produit l'eau glacée chez nous. Et donc, on a failli mettre en arrêt en fait, nos chillers. Et donc, si on arrêtait nos chillers à la production d'eau glacée, on risquait d'arrêter donc un ou plusieurs ateliers. Donc ensuite, suite à ça, ça avait déjà commencé avant, mais on a lancé le projet donc d'économie d'eau, d'eau industrielle. En 2021, nous avons eu une refonte complète de notre arrêté préfectoral, donc avec pour la première fois, moi ça fait très longtemps que je suis dans le métier, c'est la première fois que j'avais donc des prescriptions sécheresse en fonction donc des 4 seuils, d'accord. Et puis 2022-2023 est arrivé, et tout le monde s'en rappelle. On a eu donc les premiers arrêtés sécheresse, les restrictions nationales, et je dirais le sujet qui a été porté médiatiquement. En 2024, nous, on a réussi à descendre de 3500 mètres cubes jour. On reste un gros consommateur, mais nous, ce qu'on fait par rapport à d'autres industries, par exemple comme l'agroalimentaire, nous, on chauffe et on refroidit. L'eau nous sert à refroidir. Donc, on consomme 3500 mètres cubes jour en moyenne. Et en 2018, on était à 8000 mètres cubes jour. Donc, on a fait, grâce à cette prise de conscience, l'usine s'est mise, je dirais, en action. Et on a pu faire d'énormes progrès. Je le dis parce que certains, c'était sur 2022-2023. J'avais fait des réunions avec la CCI de l'Ain, notamment sur le plan de sobriété hydrique. Et là, les prises de conscience sont arrivées vers 2022-2023. Mais
c'était pas sur un aspect, je dirais, environnemental ou écologique, hein, c'était plutôt sur un aspect, finalement, on a besoin de l'eau dans nos productions. Et puis 2024, on a réalisé le plan de sobriété hydrique. Donc dans ce plan, c'est pas le sujet, mais on a enregistré plus d'1 million de mètres cubes par an de gains. D'accord. Donc, dans les actions, on a mis en place 2 nouvelles tares, hein, donc, et NALCO nous aide justement à gérer notre risque légionnel, à faire que nos tares n'aient pas de Legionella pneumophila. On a rajouté donc 2 nouvelles tares de 4000 kW, hein, qui sont relativement importantes. Et donc, le circuit d'eau est traité par NALCO, donc par les systèmes de Trasar par des produits chimiques, mais qui sont télésurveillés. Et ces 2 tares nous ont permis d'économiser 170 000 mètres cubes d'eau industrielle. On a aussi revu nos circuits et on a gagné 2500 MWh de gains en électricité sur le circuit eau glacée et eau des tares. Pour la petite info, c'est un financement Perfesco, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons payé l'investissement. On va dire que c'est comme un système de prêt et on paye à l'année sur 10-12 ans. L'action numéro 2, je voulais revenir, c'est vrai que dans ce genre d'événements, webinaires, on a un peu tendance à toujours dire les belles actions, et nous, on a beaucoup de belles actions, mais je pense qu'il est important de faire un zoom sur les fuites, d'accord, et notamment sur les fuites en alimentation en eau. Donc, nous, on a progressé notamment sur les délais de réparation, mais aussi sur la fiabilisation du comptage. Et je dirais que de par nos économies d'eau, hein, qui sont extrêmement importantes, je ne sais pas si vous le vivrez, mais on a été obligé de revoir le débit des pompes. C'est-à-dire que les pompes étaient trop puissantes par rapport à l'alimentation nécessaire pour le site. Donc ça, c'est des sujets qui sont arrivés après les économies d'eau. Et puis, on a 2 choses. On surveille évidemment la nappe. On surveille la nappe sur notre site, d'accord, les hauteurs de nappe. On a fait venir un géomètre pour mesurer tout ça, les hauteurs de piézomètre, etc. Et on suit aussi les données météo. Une fois par mois, on regarde les données météo journalières afin de pouvoir comparer ce que c'est une saison chaude, qu'est-ce que c'est un mois avec beaucoup de précipitations, avec pas de précipitations, pour savoir un petit peu où on en est lorsqu'il faudra qu'on gère des alertes. Juste pour la petite anecdote, nous, comme nous sommes dans la nappe d'accompagnement du Rhône, nous n'avons encore jamais été concernés par des seuils sécheresse. Mais par exemple, on suit notre consommation d'eau industrielle tous les jours, donc on est en niveau vigilance permanente. Voilà, merci Olivier. Moi, je suis Erwan Djinga, donc je suis ingénieur chez NALCO et je suis le site de Toray depuis 3 ans maintenant. Je voulais remercier Olivier d'avoir accepté de participer à ce webinaire avec nous, puisque c'est moi qui l'emmène pour faire son intervention. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ce qui a déjà été fait sur les économies d'eau? Parce que il y a vraiment beaucoup de sujets soit on n'imagine pas forcément, soit on n'a pas forcément conscience, mais il y a vraiment beaucoup d'économies à faire parfois et sur ce site-là, notamment de Toray Film Europe, avec beaucoup de services, beaucoup d'installations. On en avait déjà identifié, donc bien avant mon arrivée, on avait déjà initié beaucoup d'actions, puisque c'est vraiment dans l'ADN de NALCO d'accompagner ses clients vers les économies d'eau, les économies des coûts totaux d'opération de manière générale. Donc tous ces sujets d'économie, bon, effectivement, il y a 15 ans, on s'en souciait pas forcément, mais on a mis en place, nous, un vrai partenariat entre Toray et NALCO, et on fait depuis des années des réunions régulières sur l'avancement de projets, pas que sur les économies d'eau, mais c'est une grande partie. C'est
quelque chose qui en fait partie. Et du coup, bon, j'ai résumé un petit peu ce qui a été fait main dans la main entre Toray et Nalco. Et quand je dis Toray, c'est vraiment interservice, hein. C'est-à-dire que nous, Olivier aujourd'hui qui m'accompagne, il fait partie du service environnement, mais on travaille avec aussi le service maintenance, des services production. Donc voilà, il y a beaucoup d'interlocuteurs Toray avec lesquels j'interagis. Et donc j'ai mis une petite timeline de tout ce qui a été fait depuis quelques années sur les économies d'eau. Donc il y a pour la plupart, ça va vraiment être de la réduction, donc ce qu'on appelle R1, réduction en optimisant l'existant. Alors parfois, il suffit juste de rajouter un indicateur de suivi, parfois il faut rajouter de l'instrumentation. Et tout cela associé à notre expertise, la connaissance des installations et le travail d'équipe entre Toray et nous, a fait qu'on a réussi à faire pas mal d'économies sur leur chaufferie, sur leur CTA, sur les tours aéros. Voilà. Et il y a également quelques projets qui ont été faits sur la réutilisation, donc le R2. C'est-à-dire que parfois des eaux qu'on évacue parce qu'elles ne nous intéressent pas pour le process restent de bonne qualité pour récupérer ailleurs, donc ce qu'on appelle le R2. Et tout ça a fait qu'on arrive à proposer régulièrement de faire quelques bonnes économies sur le site. On s'arrête pas là puisqu'il y a, il y a d'autres projets. Si vous pouviez changer de slide, s'il vous plaît, madame. Voilà. Il y a d'autres projets donc, chez Toray qui sont identifiés. Donc, dans le R1, le R2, le R3, il reste encore quelques circuits ouverts avec de l'eau qui vient refroidir de process, comme disait Olivier, qui arrive en une passe, qui est rejetée directement après, qui peut être optimisé. Il y a encore d'autres projets identifiés plus dans la réutilisation, donc le R2, où actuellement on a de l'évaporation pour les tours et les CTA, puisque ce sont deux organes, deux installations qui font de l'évaporation d'eau, donc c'est de l'eau perdue. Mais par exemple, sur les CTA, on a une eau qui est assez peu concentrée, qui pourrait être l'eau de débordement pourrait être réutilisée pour les tours aéros et faire encore une économie d'environ 40 000 m3 par an sur ce projet-là. Et ensuite, il y a encore d'autres projets, donc ça colle plus au thème du webinaire. C'est la réutilisation d'eau usée traitée, puisque sur Toray, il y a une station d'épuration. Et donc, pour y arriver, ce sont des sujets qui sont un peu plus compliqués, sur lesquels on ne peut pas juste mettre un indicateur de suivi, dire notre expertise, donner notre expertise et donner des recommandations. C'est un sujet qui va nécessiter beaucoup plus d'études, une bonne connaissance de la cartographie de l'eau sur une usine. Donc, nous, on est capable, Nalco, d'accompagner nos clients dans cette démarche-là, de mieux connaître la qualité, la quantité d'eau disponible sur le site. Et pour y arriver, on propose de faire des essais pilotes, alors soit en laboratoire, soit aussi directement sur site avec des conteneurs et avec à l'intérieur toute une filière de traitement qui va de l'adoucissement, la filtration, l'osmose inverse, l'ultrafiltration. L'idée, c'est vraiment de caractériser la qualité de l'eau qui sort pour adapter la filière qui sera adaptée, adapter la filière qui sera nécessaire pour récupérer une eau ensuite de bonne qualité pour envoyer en tête des installations. Donc, Nalco est force de proposition dans ce domaine-là. On a cette idée en tête aussi pour Toray. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé encore de cet aspect-là. Pourquoi? Parce que la réutilisation d'eau usée traitée, c'est assez contraignant pour plusieurs raisons. Donc, il y avait les freins réglementaires, mais comme l'a dit Madame Bonneville, et comme enfin, voilà, la réglementation a évolué, il est possible de faire beaucoup plus de choses, alors notamment dans l'agroalimentaire, mais dans d'autres secteurs industriels, la réglementation, elle n'a pas vraiment changé parce qu'on pouvait déjà faire pas mal de choses. Les autres freins qu'on va plus rencontrer, c'est surtout sur l'aspect économique, parce bien souvent, ça va générer beaucoup de travaux, notamment en termes de tuyauterie, puisque s'il faut créer des nouvelles tuyauteries, bien souvent, ça représente au moins 2 tiers du budget total euh, sur un projet de réutilisation d'eau. C'est valable aussi pour la réutilisation d'eau d'un process vers un autre.
ça demande souvent pas mal d'investissement. Donc, en fait, c'est un frein pour lequel il y a une solution. En fait, chaque frein a une solution. Le frein économique, la solution, c'est la partie subvention. Donc là, je laisserai la CCI s'exprimer là-dessus, puisque c'est la dernière partie du webinaire. Et puis après, donc il peut y avoir aussi des freins environnementaux, freins techniques. Sur la partie environnementale, il faut juste avoir conscience que si on fait des économies d'eau, on va rejeter moins. Par contre, on va potentiellement rejeter la même quantité de matière indésirée. Donc, il faut avoir en tête que le flux massique va rester le même. Donc, les concentrations peuvent monter si on réduit la quantité d'eau rejetée. Ça fait partie des contraintes environnementales parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle impose des limites en flux massique, elle impose des limites en concentration. Et si on réduit la quantité d'eau, on va potentiellement monter en concentration sur certains polluants. Donc, il faut rester vigilant là-dessus. Et sur les freins techniques, donc, ça va être surtout la qualité d'eau, elle n'est pas suffisamment bonne pour la réutiliser. Donc, c'est là où nous, on peut intervenir en disant, voilà, OK, votre eau sortie station, vous ne pouvez pas la réutiliser actuellement, mais si on définit la bonne filière, il est tout à fait possible de la réutiliser. Donc voilà, le message que je voulais passer, c'était que chaque frein, finalement, a une solution, quoi. C'est sûr que c'est un travail assez fastidieux, mais on peut s'y atteler. Et en général, il ne faut pas traîner parce que c'est des process qui sont assez longs. C'est pas le jour où vous avez le robinet qui se ferme que on pourra mettre en place une solution. Il faut avoir fait toute une étude avant. Voilà. Et du Oui, donc, donc oui, alors nous, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la sobriété et l'efficacité. Alors, l'efficacité, tous les industriels font de l'efficacité depuis très longtemps, mais on est sur la sobriété. L'eau utilisée donc nous, on utilise de l'eau en refroidissement où ça sort chaud, on va dire, des process. Donc, chaque boucle fait monter la température. Donc, on a aussi ça, il n'y a pas que la DCO. Et puis, comme l'a dit Erwan, les valeurs limites à respecter en concentration et en flux. Et donc, ça pourrait poser un problème. Et puis ensuite, on a des spécificités du canal de Miribel, hein, qui est un canal qui sert, entre guillemets, de déversoir d'orage pour ne pas envoyer trop de débit dans le barrage de Vaux-en-Velin. Donc, il est aussi, l'été, comme beaucoup de cours d'eau, mais il est à l'étiage. Et donc, c'est plutôt une problématique agence de l'eau, mais on va dire que lorsque les industriels auront fait des économies d'eau, on pourrait avoir des problématiques d'assèchement potentiellement de certains cours d'eau, etc. Donc, c'est plus long terme, mais il faudra y penser. Alors, on va donner deux exemples Merci Olivier et merci Erwan. On va donner deux exemples de réutilisation d'eau usée traitée qui ont été réalisés par Ecolab. Donc, un exemple, on va dire, simple et un exemple plus complexe. Donc, effectivement, on a vu avant l'approche 3R avec souvent la réutilisation des eaux usées traitées qui arrive en dernier parce que c'est souvent complexe. Il faut qualifier le projet, il faut faire l'étude et ensuite, il y a des CAPEX à mettre en œuvre et des installations à mettre en œuvre. Donc, c'est souvent le cas, hein, puisque normalement, cette démarche arrive à la fin et elle est souvent la plus compliquée à mettre en œuvre. Mais il y a aussi des cas où c'est relativement simple. Donc, ça, c'est un premier exemple qui est de cet ordre-là. Donc, chez un client de l'industrie agroalimentaire dans l'ouest de la France, donc dans le groupe Cargill, hein, qui nous a autorisé à communiquer de manière publique, c'est un site qui bénéficiait d'une eau en sortie station de très bonne qualité, puisqu'ils ont un bioréacteur à membrane. Donc l'eau sort de la station pour un rejet dans le milieu naturel avec des caractéristiques physico-chimiques même meilleures que l'eau de ville, en tout cas pour les usages dont on veut faire, et des caractéristiques aussi en termes de matière en suspension et de DCO qui sont très faibles, avec inférieur à 10 ppm. Donc ce projet-là a été mis en œuvre donc, il y a déjà quelques années, puisque c'était en 2018.
Donc, il n'y avait pas encore eu la crise de 2022, il n'y avait pas de pression particulière sur le prélèvement. C'est simplement une approche qui a été faite, donc proactive, d'amélioration continue, comme on l'a expliqué avant pour Toray, avec un simple objectif classique dans l'industrie de retour sur l'investissement, qui au passage a fait bénéficier effectivement d'économies d'eau et d'impact environnemental positif. Et donc la filière qui a été mise en œuvre a été relativement simple, hein, puisque c'est simplement collecter les flux en sortie, le stocker, le désinfecter et le réutiliser donc dans les utilités, dans les tours aéro-réfrigérantes, avec une qualité d'eau conforme à la réglementation 29-21 sur l'eau d'appoint, et avec un maintien du risque légionnel sous contrôle depuis cette période. Donc le bénéfice pour le client a été très, très rapide, avec un retour sur investissement court, des économies annuelles de l'ordre de 45 000 euros, et 93% des effluents, donc sorties station, ont été réutilisés dans l'eau d'appoint du système de refroidissement, ce qui a permis de réduire de 53% la consommation d'eau potable du site. Voilà, donc ça c'est un exemple simple, c'est pour ça qu'on fait toujours un mapping de l'eau du site avant de lancer les études, avec l'approche R1, R2, R3. Et il y a des R3 qui peuvent être simples, comme on le voit ici, techniquement et économiquement. Si on passe sur un modèle, on va dire, plus complexe, ici c'est une étude de cas dans une aciérie, où on a mis en place une installation de recyclage donc de grande taille, qu'on opère également, donc c'est un montage aussi commercial différent. On a construit l'installation, on l'a financée et on l'exploite sur une durée de 10 ans. Donc ici, on a pris donc 160 mètres cubes heure de production pour 1 million de mètres cubes économisés par an. Donc ça rejoint ce que je disais au début, hein, donc les consommations d'eau peuvent aller de quelques dizaines de milliers de mètres cubes à plusieurs millions selon le type d'industrie. Donc ici, on est sur de la grosse industrie avec donc 1 million recyclé, avec une filière filtration, ultrafiltration et membranaire. Le bilan massique par rapport aux contraintes techniques dont on parlait juste avant a été pris en compte, vous voyez dans le diagramme en haut à gauche, en intégrant effectivement la qualité d'eau sortie, la qualité d'eau dont on a besoin sur les installations où on va la réutiliser, les contraintes de rejet en termes de concentration, de température, de débit. Et puis donc ce projet a été mis en place et donc a permis d'atteindre les objectifs de réduction de consommation d'eau qui étaient nécessaires dans cet endroit où il y a effectivement des restrictions sur le prélèvement dans le milieu naturel. Donc c'est pour donner deux exemples concrets, on va dire du plus petit et du plus simple au projet de taille importante avec un process complet. Entre les deux, il y a plein d'exemples, puisque chaque cas est particulier en fonction de la situation où l'industriel se trouve et l'objectif qu'il a et les opportunités qu'on a entre les deux pour y arriver avec les différentes méthodes donc, de réduction, de réutilisation et de recyclage. Oui, donc pour finir notre intervention, mesurer, c'est déjà s'améliorer, hein, donc ça, c'est vrai partout, hein, c'est vrai dans l'eau, c'est vrai dans l'énergie. Il faut se préparer donc, pour éviter une restriction de son activité économique, hein. Il y a eu des prises de conscience sur 2022, 2023. Nous, c'était un petit peu avant. Et puis, faire sa part aussi pour se préparer à de potentiels conflits d'usage estivaux. Le problème de l'eau, alors ça dépend de son utilisation, mais souvent, tout le monde en a besoin l'été et souvent, les sécheresses sont pendant les périodes estivales. Donc, nous, on est parti dans une démarche qu'on fait notre part et on doit communiquer donc au DREAL, etc. On a encore des choses à faire. On va continuer, puisque souvent, je dirais juste pour conclure, hein, c'est ma petite citation d'en bas, c'est qu'on a un peu oublié que l'eau était essentielle à l'activité industrielle. Merci. Merci. Je vais enchaîner sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement qui sont disponibles et proposés sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on prendra en fin de webinaire les questions qu'on a bien notées et qui sont dans le chat.
C'était simplement pour vous faire un rappel par rapport aux opérateurs qui existent et qui proposent des dispositifs que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, ils sont listés ici. Le premier, c'est le dispositif Industrie du futur ou Conseil performance environnementale et énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un dispositif qui est ouvert exclusivement à l'industrie. C'est vraiment en fonction de votre code APE, industrie et services à l'industrie, mais qui est ouvert à toutes les tailles d'entreprise, PME, ETI et grands groupes. Donc, c'est une aide au conseil qui est intéressante parce qu'elle peut permettre d'être complémentaire aux dispositifs agences de l'eau qui sont peut-être mieux connus sur ce thème de l'eau et qui permettent d'avancer sur des études de façon peut-être avec un dossier différent, plus simple. C'est des dispositifs qui sont très faciles à mobiliser. Et n'hésitez pas, par rapport à ce dispositif-là, si vous ne le connaissez pas, de vous rapprocher de votre conseiller CCI local ou départemental qui pourra vous orienter vers les interlocuteurs régions dédiés dans chaque territoire, puisque vous avez un interlocuteur spécifique pour, à minima, chaque département. Donc, ça fonctionne plutôt bien et ça continue. Et donc après, il y a les dispositifs donc, un peu plus connus des entreprises, des agences de l'eau. Donc majoritairement sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on est couvert par 2 agences. L'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le côté Auvergne, plus département 42 pour faire simple, grande majorité du département 42. Et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour le volet ex-Rhône-Alpes hors Loire. Alors, on est dans une phase un petit peu de transition entre le 11e programme qui est terminé dans les agences, c'était le programme qui se termine au 31 décembre 2024, et les 12e programmes des agences qui ont été votés par les conseils d'administration sur tout le territoire et qui vont se mettre en place au 1er janvier 2025. Donc, on n'a pas encore beaucoup de détails par rapport aux dispositifs ni aux taux qui vont être aidés. Sur le volet Loire-Bretagne, on reste quand même sur des dispositifs un petit peu similaires à ce qui existait sur le 11e programme, avec 2 axes qui vont concerner plus particulièrement l'industrie. La partie réduction des polluants et micropolluants, qui a bien été réinscrite sur le 12e programme, et la partie économie d'eau pour assurer le partage de la ressource entre les différents usages. Donc, pour tous vos projets d'économie d'eau, de sobriété, de réduction des polluants et puis aussi d'amélioration de l'infiltration des eaux pluviales, on sait déjà que c'est des projets qui pourront être aidés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, sachant que par contre les dépôts de demande d'aide ne seront ouverts qu'à partir du 10 janvier prochain parce qu'ils mettent en ligne leur nouvelle plateforme qui s'appelle Rivage. On était encore sur démarche simplifiée avant, nous sur Loire-Bretagne. Donc voilà, on n'a pas beaucoup plus de détails. Pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers CCI pour faire le lien. Mais voilà, on a parlé de réutilisation des eaux usées traitées, c'est des projets qui de toute façon entrent dans les dispositifs qui vont être aidés par les agences. À quel taux, sur quelles dépenses éligibles, ça reste encore à voir selon les projets. Mais dans tous les cas, c'est bien dans le scope. Pour faire une petite aparté sur l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, sachez également que pour 2025, les conventions de partenariat avec certaines CCI seront certainement reconduites et elles permettent de faire des diagnostics état des lieux sur les usages de l'eau dans les entreprises, de faire des accompagnements et de la sensibilisation en collectif. Donc, ça sera le cas sur le département de la Loire en 42 qui est couvert par Loire-Bretagne. Ça, c'est toujours le cas sur le département 63, donc le Puy-de-Dôme, et sur le département 43, la Haute-Loire. Alors, c'est amené à évoluer, mais c'est aussi des dispositifs qui pourront vous aider à accéder aussi au dossier d'aide et c'est des collègues en CCI qui pourront vous aider à monter vos dossiers le cas échéant. Même dispositif ou presque sur l'Agence de l'eau, donc Rhône-Méditerranée-Corse, qui a identifié des axes d'intervention qui sont similaires à ceux de Loire-Bretagne pour son 12e programme, sobriété des usages, qualité des eaux, donc on reste aussi sur la partie micropolluants. La grande nouveauté sur le 12e programme de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, c'est qu'il va s'appliquer sur la totalité du territoire et non plus comme le 11e programme qui s'appliquait que sur certaines zones prioritaires. Donc, ça va permettre à plus d'entreprises et plus de projets d'être aidés dans ce dispositif Rhône-Méditerranée-Corse.
Il y a des webinaires en cours par les agences de l'eau qui présentent un peu mieux les dispositifs. C'est vrai qu'à date, on n'a encore pas beaucoup de détails, mais si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra au moins les faire remonter au chargé d'intervention d'agence pour vous y répondre. Et un des derniers dispositifs, donc c'est l'appel à projet Innovo de l'ADEME qui est toujours ouvert jusqu'au 13 janvier prochain. Qui est un dispositif basé sur vraiment l'innovation en termes d'eau, qui est complémentaire au dispositif des agences. Alors c'est vrai que l'ADEME n'est pas l'opérateur prioritaire auquel on pense sur cette thématique de l'eau, mais dans le cadre de France 2030 et du plan eau du gouvernement, c'est un appel à projet qui a été ouvert l'année dernière. Par contre, il s'applique à des projets qui ont un minimum, un coût plancher de 600 000 euros. Donc, ce n'est pas non plus tous les projets qui peuvent entrer dedans, mais ça peut être complémentaire par rapport à ce que vous pouvez faire avec l'agence et avec la région. Voilà, c'est quand même des dispositifs qu'il ne faut pas oublier en termes de mobilisation par rapport à ce qui peut exister sur vos sites industriels. Donc, de la même façon, vous avez des interlocuteurs ADEME spécifiques par département ou par thématique. Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillers CCI en local qui vous orienteront correctement vers les personnes et vers les dispositifs dédiés sur ces sujets-là. La carte, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas remise là, mais la carte, elle est disponible sur la page de la démarche régionale sobriété et efficacité hydrique des entreprises dont Denis Chazalet a parlé en introduction. C'est des pages qui sont très riches et qui sont alimentées régulièrement, sur lesquelles vous trouverez aussi tous les contacts et notamment le replay de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour ma part, j'en ai terminé. Ça nous laisse, en termes de timing, on est plutôt pas mal. Ça nous laisse le temps de prendre vos questions, sachant qu'on avait prévu de terminer vers 10h30. Je vais les prendre par ordre d'arrivée dans le chat, ou Denis, si tu veux les lire. Tout à fait, oui. Je peux, voilà. Merci pour ce témoignage donc, sur un sujet qui est en plein devenir. Hein. Et effectivement, je retiens aussi le mot qu'il faut anticiper. Pas attendre d'être au pied du mur des restrictions pour travailler sur ce sujet de la réutilisation. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Tu compléteras, Céline, si je saute des choses. Dans l'ordre d'arrivée. Et merci pour... N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, première question que je vois dans le chat qui s'adresse à l'entreprise Toré. Pouvez-vous préciser quel type de tarte ou réfrigérante, point d'interrogation, et motivation de votre choix? Donc, moi, c'est Océane Clément, donc je suis responsable de l'exploitation des utilités sur le site et donc la partie refroidissement également. Donc, les tares qu'on a installées sur le site, c'est des tares aéro-réfrigérées sur un circuit ouvert. Donc, on a un seul circuit qui passe à l'intérieur des tares qui permet de faire l'échange et le refroidissement de l'eau qui part ensuite sur notre process pour permettre le refroidissement dans des échangeurs. Pourquoi ce choix? Le choix, il s'installe dans un projet de gain énergétique. Donc, on a voulu à la fois allier les gains que l'on pouvait faire sur des économies d'énergie et des économies d'eau. C'est pourquoi on a choisi de compléter notre circuit existant avec de nouvelles tares pour augmenter notre performance froid, tout en ayant un bon rendement énergétique sur notre circuit. Je ne sais pas si tu veux compléter, Olivier. Il y a aussi, ça répond un peu sur les tours adiabatiques. Nous, on n'a pas de, je dirais que si la technologie est meilleure et si les rendements sont meilleurs, pourquoi pas. Nous, on sait gérer le risque légionnel, ça demande du savoir-faire technique, de la compétence, de la connaissance. On est aidé par Nalco là-dessus. Je pense aussi quand même que les tares restent performantes, notamment pour des gros volumes de refroidissement, avec très peu d'électricité utilisée. Donc, nous, on sait gérer ça. Pour l'instant, sur les tours adiabatiques, on n'a pas encore fait d'études. On a été approché par des fournisseurs. Il paraît que c'est une technologie qui s'est améliorée depuis 2010. On a été approché, mais on n'a pas encore fait les études. Peut-être sur un atelier, un jour, on regardera ça de plus près. C'était pas possible, en tout cas, sur les deux nouvelles. Hein. C'est des TAR Baltimore, c'est des 2 fois 4000 kW, donc qui viennent en complément de 2 fois 5000. Ok. Bah, juste pour qu'il y a
deux, trois questions. Toujours, je vois Vincent. Alors, je crois que vous avez répondu un peu hein, sur le bilan de la consommation énergétique. Je crois que j'ai entendu le mot faible hein, que vous avez prononcé, c'est ça, si j'ai bien entendu? Oui, c'est des systèmes, bon, il y a des pompes et des ventilateurs. Nous, sur le gain, on a gagné donc 2500 mégawattheures. D'accord? 2 500 000. Donc, en changeant donc toutes les pompes du circuit tard et du circuit eau glacée. D'accord. Et toujours sur le sujet des tares, une question de Nicolas. J'aimerais également savoir d'où proviennent vos gains d'eau en passant par les tares. Étiez-vous en circuit ouvert, semi-ouvert? Passer Attends, les périodes estivales. Enfin, moi, je commence par la partie process pour passer les périodes estivales, à savoir qu'on n'avait pas assez de puissance froide. Donc, certains de nos circuits passaient en circuit ouvert justement sur cette période-là, avec une grosse consommation d'eau. Donc, c'est pour pouvoir pallier à ce manque de froid sur la période estivale. On avait besoin de passer sur plus de puissance de froid et donc ajouter des tares à notre circuit. Le circuit existant ne permettait pas de passer la période et donc on créait des circuits ouverts qui à la base n'en étaient pas. Soit on a pu avoir des problèmes techniques sur des échangeurs, des choses comme ça, mais on a aussi eu des fois du mal, vous savez, sur les 10 jours canicule. J'ai plus l'année en tête, mais il me semble que c'était 2023, mois de juin, la fin juin. 2023, sûrement. Ouais. On a eu 10 jours de canicule et le problème de la canicule, c'est que la nuit, ça se refroidit pas beaucoup. Et donc, ce qui fait que petit à petit, l'eau chauffe et ça monte. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a abordé le sujet. D'accord. Merci. Il y a une question de Laurence. Alors, je pense que c'est Ecolab à un moment, effectivement, sur les projets de réutilisation des eaux, qui a parlé de temps long. Quand vous parliez de temps long, quel ordre de grandeur? C'est quel. On est Alors, on sur parle de temps long 1 an, quand il 2 ans, s'agit 3 des... ans, 10 ans? Non, on parle de temps long quand il s'agit de mener la démarche du début jusqu'à la fin. Donc, chaque cas est particulier. On parle du cas le plus défavorable, c'est-à-dire le plus compliqué à mettre en œuvre. Faire, si le site a un mapping de l'eau avec des usages qui sont déjà identifiés et quantifiés, on va faire la première partie étude. Ensuite, si on doit passer par une phase pilote in situ, analyser les données et ensuite faire une proposition pour, après avoir validé la filière technique, l'avoir testé et avoir défini les coûts de fonctionnement, on va dire il faut à peu près estimer 6 mois pour ça. Et ensuite, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur la solution technique, et ben après, il y a le délai de fabrication et d'installation. Donc, on va dire qu'on est sur un délai de l'ordre d'1 an, de la phase étude jusqu'à la phase implémentation sur le site. Donc le message, c'était de dire que effectivement, 2024 a été une année où il n'y a pas eu de pénurie. On a eu la crise en 2022, mais que on sait que ça reviendra puisqu'il y a une tendance à la sécheresse et que les projets doivent être étudiés dès que possible pour pouvoir les mettre en œuvre avec des délais réduits le jour où le besoin s'en fera sentir. Ok, merci. Il y a une question plus sur la réglementation, donc peut-être plutôt pour l'Adréal. Quel besoin en termes de déclaration ou autorisation pour réutiliser de l'eau de pluie de toiture sur un site ICPE? Et même question pour recyclage de l'eau juste avant rejet dans le milieu. Dans les deux cas, réutilisation pour des applications process. Alors, excusez-moi. Il faudra regarder les textes qui s'appliquent. Donc, réutilisation d'eau de pluie de toiture. Dans tous les cas, il faudra faire un dossier porté à Recyclage avant connaissance rejet pour pour du l'inspecteur du process. site. Il faudra faire un dossier porté à connaissance pour envoyer à votre unité départementale de l'Adréal. Si c'est pour réutilisation des eaux de process, ça va être une simple information et je pense que ce sera formalisé dans votre arrêté préfectoral. C'est une procédure classique d'information de la modification auprès de l'inspection. D'accord, donc un porté à connaissance. Oui. Ok, une question, Céline, par rapport à ce que tu disais sur InnovO. J'aimerais savoir si InnovO, il faut que le projet soit innovant.
A priori, oui. Oui. Après, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience sur cet appel à projet, donc on n'a pas beaucoup de détails, mais oui, c'est la principale différence avec les dispositifs agences de l'eau qui existaient sur le 11e programme. Donc oui, il faut quand même qu'il y ait un petit volet innovant. Et je vais répondre en même temps à la question suivante qui porte sur le dispositif industrie du futur. Y a-t-il des sociétés spécifiques de conseil identifiées? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'il y a des prestataires qui ont été référencés par domaine par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour intervenir sur les études qui sont aidées. Mais si vous souhaitez vraiment venir avec votre bureau d'études et qu'il y a une spécificité par rapport au projet que vous portez, il est quand même possible de les faire rentrer dans le dispositif. Donc c'est oui, la filière normale, mais il peut y avoir des exceptions sur certains projets. Donc il ne faut pas quand même hésiter à poser la question à votre interlocuteur région, parce qu'ils ne sont pas complètement fermés non plus par rapport à cette liste-là, qui n'est pas une liste diffusable. C'est-à-dire que nous, on ne l'a pas, et c'est le conseil région qui, en fonction de votre projet, va vous donner 2-3 noms qui figurent dans cette liste-là, qui est interne à la région. Juste, il y a une question, je vois de Benjamin, donc serait-il possible d'avoir la présentation? Alors oui, effectivement, en introduction, j'ai bien précisé que le diaporama sera envoyé voilà, à l'issue du webinaire à l'ensemble des inscrits au webinaire. Je vois qu'il y avait une question sur la réglementation, mais sur laquelle il y a eu une réponse qui a été apportée dans le chat. Oui, régime déclaratif uniquement pour l'eau de pluie. Après, c'est vrai que sur un site ICPE, de toute façon, il faut passer par l'unité DREAL ou des DPP d'inspection par le porter à connaissance. Enfin, c'est il me semble en substance ce que disait Sarah Bonneville. Tout à fait. Très bien. Je Écoutez, vois pas d'autres d'autres. questions. Ouais. Et puis on est dans le timing, 10h33, donc on va clôturer, je pense, Céline. Oui, je vous remercie les intervenants pour leur disponibilité et leur participation, et l'ensemble des participants. Donc, comme on l'a dit au début, on va vous envoyer par mail la présentation en PDF, et on vous remercie de répondre au questionnaire de satisfaction qui devrait vous être envoyé également. Et n'hésitez pas à retourner sur les pages de la démarche régionale, encore une fois, où il y a beaucoup de ressources sur toute cette thématique de l'eau. Il y avait marqué dernière question, mais je ne la vois pas, donc ça doit être bon. Puis n'hésitez pas, sinon. Pour remercier à la réponse à la dernière question, en fait. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Il y aura aussi nos coordonnées mail dans le support s'il vous vient des questions un peu après. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci de votre participation. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous les participants. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.